Donc, je suis Mathilde Labay. Merci beaucoup de m'avoir proposé cette intervention. Je suis psychiatre depuis, donc encore à JPJA, puisque depuis thésée depuis 2014. J'ai travaillé, je travaille depuis mon internat avec le centre collaborateur OMS pour la recherche et la formation en santé mentale et dans le service de Lille, de la banlieue sud-est de Lille. Et voilà, j'ai fait un tour par la Réunion. Et là, maintenant, depuis 2 ans, je suis à Paris, effectivement aussi aux hôpitaux de Saint-Maurice. C'est une coïncidence, mais je suis ravie que ces projets se développent dans un même lieu. Pas dans le service du docteur Kidichian, mais celui du docteur Delanversin, qui est le pôle Paris 11. Et donc en parallèle, je suis investigatrice principale, comme tu l'as dit Marine, d'une recherche sur les risques psychosociaux des soignants en psychiatrie qui a obtenu un financement de l'adresse en 2019 déjà. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu. Donc, en gros, je vais vous parler un peu de l'étude, faire un passage par ce qui nous anime tous, médecins hospitaliers, enfin psychiatres hospitaliers en ce moment, avec les réformes de la loi et surtout, je ne suis pas une experte de la loi, mais en revanche peut-être sur la dimension pratique et voilà, qu'est-ce que ça implique pour nous, qu'est-ce que ça veut dire et donner des pistes. Vous allez voir dans le PowerPoint qu'il y a beaucoup de questions, mais c'est comment on peut ensemble favoriser une émulation intellectuelle pour participer à notre empowerment de professionnels et de jeunes psychiatres. Et donc, je terminerai, ce sera la plus grande partie de la présentation, sur quelque chose dont on commence à parler depuis plusieurs années, sur, en fait, finalement, est-ce qu'on peut pas réfléchir nous-mêmes, professionnels, j'entends, parce que probablement aussi concernés dans nos vies privées, ne serait-ce que par notre vocation de professionnel de santé, à notre propre parcours de rétablissement et comment est-ce qu'on peut se laisser transformer par une évolution de pratique à laquelle on n'est pas forcément formé initialement et voilà, et qu'on découvre petit à petit. Donc, parler de changement, parler de posture professionnelle, ça implique systématiquement des formules qui peuvent être, alors là je dis des formules iconoclastes, c'est surtout des choses qui remettent en cause un fonctionnement et un ordre de nos valeurs, de ce qu'on a appris à l'école, de comment on a été formé, de nos loyautés à tous nos chefs et à tous les penseurs auxquels on s'affilie. Et c'est pas facile. C'est pas facile de remettre en cause ces choses-là. C'est pas facile surtout quand on parle d'exercice de la contrainte et quand on remet en cause ces pratiques. Et bien souvent, on se sent comme n'importe quel être humain, on se sent attaqué parce qu'on a envie de dire évidemment que moi je ne veux pas faire comme ça et on va chercher des rationalisations parce qu'on se sent parfois impuissant et très esseulé pour pouvoir lutter contre ces choses-là. C'est des phénomènes complexes et donc ça implique, quand on en parle entre nous, c'est pour ça que c'est difficile pour moi d'être loin de vous et puis de ne pas voir vos mimiques, vos réactions, parce que forcément ça nécessite une ouverture, le fait de ne pas se sentir jugé pour pouvoir interroger ces choses-là. C'est quand même très profond comme sujet, je pense. Donc, je commence par des choses plus concrètes. La recherche R-Psy, donc sur les risques psychosociaux chez les soignants en psychiatrie. Le contexte de notre recherche, au-delà de l'appel à projet, c'est de constater que les professionnels de santé et particulièrement les professionnels de la psychiatrie sont touchés par... Alors, on distingue les risques psychosociaux, donc tous les facteurs
de violence au sens large dans nos quotidiens de travail, donc à la fois par les risques qui sont le contexte et les troubles qui sont l'impact dans nos vies personnelles du contexte de travail, et donc à la fois des relations de travail, à la fois l'objet de notre travail, des conditions de travail. Voilà, c'est un énorme champ. C'est quelque chose dont on parle de plus en plus, et à juste titre, dont on a parfois l'impression que c'est un peu un fourre-tout, avec un cadre légal qui est parfois flou, et puis des variations internationales qui sont très importantes, donc ce qui amène à avoir peu d'études ou des études qui sont difficilement reproductibles d'une région à l'autre, d'un corps de métier à l'autre. Tout ça est bien complexe. En tout cas, des chiffres que nous, on a réussi à ressortir, c'est le fait que 43%, alors là j'ai pris surtout les psychiatres parce que ça nous concerne, 43% des psychiatres en France sont sujets à des symptômes d'épuisement professionnel. Ça, j'en parle tout le temps et j'en parle tout le temps à mes collègues, parce que c'est pas tellement plus que les autres médecins, ce qui quand même alerte. Donc être médecin, c'est quelque chose qui est difficile, et ok, ça peut être valorisant socialement, on le fait parce que par vocation, des choses comme ça, mais c'est un métier dur. Et par exemple, les psychiatres sont les premiers victimes d'accidents de la route. Dans les médecins, c'est les psychiatres qui sont les premiers accidentés de la route. Et parce qu'on a tous en tête, quand on est en train de courir entre le CMP, l'hôpital de jour, le CATTP, l'intra, l'extra, enfin voilà, donc voilà, on est tout le temps soit dans nos voitures quand on habite en province, soit dans le métro, soit à vélo à Paris. Et donc, toujours en train de penser à quelque chose. En plus, c'est un métier super intellectuel, donc au-delà de penser de manière très concrète à comment on va gérer nos lits, comment on va gérer notre consultation, comment on va remplir notre certificat MDPH, on pense aussi à ce que ça veut dire au sens de la parole d'un tel ou d'un tel, comment notre collègue nous a parlé. Donc on a toujours une charge mentale énorme. Voilà, je ne sais pas s'il y a des petits sourires qui se dessinent sur vos visages, mais je pense qu'on se reconnaît tous dans ce quotidien de psychiatres, à tel point qu'il y en a, alors ça, je n'ai pas la proportion, mais beaucoup qui prennent des temps partiels pour bosser sur leur temps partiel, juste pour pouvoir souffler, alors que, pourquoi pas avoir un temps FIR comme les psychologues, c'est un autre sujet. En tout cas, les psychiatres, les professionnels de santé, donc je vous ai mis les études internationales plutôt des pays du Nord, de 21 à 67% des professionnels de santé, donc là, tout confondu, qui sont impactés par des difficultés par les risques psychosociaux et les troubles psychosociaux. Alors souvent, on évoque la question du manque de moyens. Voilà, première question à pavé dans la mare. Est-ce qu'il n'y aurait pas un quiproquo autour de ce manque de moyens? Parce que quand on regarde et qu'on compare à l'échelle internationale, à l'échelle européenne, les moyens qu'on a, les moyens en termes de nombre de psychiatres ou de nombre de soignants par habitant est énorme. Et le problème, c'est pas tant le manque de moyens, c'est-à-dire qu'on a de l'argent pour travailler, c'est qu'il y a beaucoup de gens, enfin il y a beaucoup de postes qui ne sont pas pourvus, il y a beaucoup, en termes de RH, beaucoup de... alors c'est intéressant de reprendre ce que disait Madame Fornaro tout à l'heure, parce que c'est pas partout. Il y a des endroits où les gens ont envie de bosser et il y a des endroits où les gens n'ont plus envie de bosser, et le manque de moyens, il n'est pas tant que la psychiatrie comme d'autres secteurs de santé qui peuvent être effectivement concernés par des coupes sèches de budget, à mon sens, et je mesure toute la polémique que ça peut générer, la psychiatrie n'est pas en manque de moyens, elle est dans une problématique d'organisation et de répartition de ces moyens qui nécessitent de faire des choix, ambitieux et qui sont très difficiles à dire du fait de ce que j'ai commencé par dire tout à l'heure.
Donc, la question du manque de moyens, à mon avis, et surtout comment est-ce qu'on se répartit les moyens. Et le contexte encore des risques psychosociaux, c'est des études internationales de pays où, alors comme l'Islande, où par exemple la contention a été carrément interdite, en Finlande, pareil, des révolutions législatives qui ont imposé de pratiquer différemment. Et force est de constater que la santé mentale des professionnels s'améliore. Et ça, je rejoins encore une fois Madame Fornaro, qui a vous nous avez donné un super terreau de démonstration. Quand on limite les contentions, quand on limite les restrictions de liberté dans les services, les violences diminuent drastiquement et la qualité là j'ai un exemple finlandais, 70% de jours d'arrêt maladie en moins pour les professionnels, et cet effet s'épuise tant s'il n'y a pas si on ne continue pas à soutenir tous les projets actifs de réduction de la contrainte. Donc, bon, je passe rapidement sur RPSI parce qu'il est 1h moins le quart et que je voudrais qu'on parle d'autre chose. Juste vous dire que c'est donc une étude qui est nationale, multicentrique sur 7 établissements, qui a été montée à partir du conseil scientifique du CCOMS, donc la particularité d'être discutée avec plutôt les directions, les responsables des ressources humaines, qui ont l'intention, en tout cas la volonté dans le groupement de coordination sanitaire, de pouvoir interroger leurs pratiques, transformer, diffuser les programmes de l'OMS pour la formation et puis les pratiques en santé mentale, avec un volet qualitatif, un volet quantitatif. On pourra revenir là-dessus un autre moment. L'article 84, donc, encore une fois, sans rentrer dans les détails, c'est venu faire une révision nécessaire des pratiques, de l'encadrement des pratiques de contention et d'isolement. C'est tout un bazar législatif au-delà même de la pratique. Donc, il y a beaucoup de niveaux de discussion, de polémiques qui, à mon avis, de la même manière que sur la question de la réduction de moyens, nous embrouille et nous fait perdre notre capacité d'auto-organisation et de transformation de nos pratiques soumis à des jeux politiques qui nous échappent complètement. Moi, ça m'interpelle beaucoup parce qu'on en vient à remettre en cause un travail collectif sur quand même ce qui nous intéresse, qui est à tous, qui est la réduction de la contrainte. Donc, j'ai l'impression que parfois, le débat vient masquer des choses qui sont, en tout cas des réflexions qui sont nécessaires et qui sont nécessaires pour revaloriser notre travail et prendre soin de nos vocations de psychiatres et de jeunes psychiatres. Parce que oui, c'est une charge de travail en plus. Oui, ça redemande de remettre des moyens, puisqu'il y a tous ces... je ne reviens pas dans le détail de comment ça s'organise, mais en gros, il faut tout le temps faire des certificats, il faut toujours tout le temps voir les patients. Ça implique que plusieurs psychiatres voient des patients. Donc, ça demande de réorganiser beaucoup de choses. Mais au final, qu'est-ce que ça permet de faire ? Et c'est la seule chose que j'aurais envie de retenir là, c'est que ça nous oblige à en parler, même si c'est pour se plaindre, même si c'est pour... ça remet tous les praticiens, et quelque chose sur lequel je vais beaucoup insister tout à l'heure, les praticiens de l'extra-hospitalier et de l'intra-hospitalier, parce que tout le monde doit participer à ce tour d'astreinte, qui, encore une fois, je ne dis pas que c'est optimal et qu'il faut faire comme ça, mais en tout cas, ça remet une dynamique de coopération entre les psychiatres sur quelque chose qui est pénible pour tout le monde,
Parce que la pratique, se farcir l'intra-hospitalier et la pratique de la contrainte, c'est quelque chose qui est désagréable. Et je n'ai jamais rencontré n'importe quel psychiatre dire oui, moi j'aime bien cette partie-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand mes collègues me disent moi j'adore l'intra? Bon, je pense que c'est qu'on a besoin de reconnaître que c'est un travail difficile et qu'on a besoin d'être solidaire et de travailler ensemble et de s'appuyer sur, j'y reviendrai après, sur de l'entraide mutuelle. Donc pour moi, alors c'est un passage éclair sur cet article, sur cette loi, mais quelque part, c'est une occasion de sortir d'un huis clos et d'un tabou. Et du coup, j'embraye sur la partie qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire que par rapport à ces pratiques de contrainte, moi j'ai le sentiment dans ma formation d'avoir eu comme à rationaliser cette contrainte, d'avoir eu comme à me dire, ben voilà, c'est tout, la psychiatrie, il y a cette part-là, cette part du job qui est insatisfaisante, et surtout cette part de job dont j'avais le sentiment initialement de ne pas pouvoir faire autrement. C'est-à-dire que c'est quelque chose comme obligatoire. Et finalement, parce que j'ai pratiqué dans un service, donc le service du G21 dans la banlieue sud-est de Lille, mais qui se rapproche largement de ce qui vient de nous avoir été présenté. Donc, là où je suis très contente, c'est qu'il n'y a pas un, deux ou trois endroits en France, il y en a de plus en plus des services qui fonctionnent comme ça. Et ben, j'ai fait l'expérience de oui, c'est possible de faire autrement. Et là, qu'est-ce que j'ai retrouvé en faisant cette expérience-là? Ben, j'ai retrouvé l'espoir, et l'espoir de ma vocation, en me disant, mais en fait, évidemment que je veux pratiquer, mais je veux pratiquer de cette manière-là. Il est hors de question que je pratique d'une manière différente. Et ça, pour convaincre les collègues qui n'ont pas l'habitude de pratiquer comme ça, il faut s'accrocher parce que c'est pas facile, parce que nos a priori sont extrêmement ancrés. Et je vous renvoie aux études sur la stigmatisation, non pas des... alors, il y a la stigmatisation en population générale, mais le niveau de stigmatisation chez les professionnels de santé mentale et chez les professionnels de la psychiatrie envers leur propre métier et envers les personnes qu'ils accompagnent est supérieur à la population générale. Et ça, c'est pas anodin. Alors, quand je dis ça, encore une fois, je reviens au préambule, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire que... je ne suis pas en train d'adopter une position morale. Je ne dis pas c'est bien ou c'est mal d'être comme ça. Je dis que c'est des choses qu'on subit, des choses qu'on nous a fait intégrer. Et dans le paradigme sur le rétablissement, on dit des usagers en psychiatrie qui sont dans l'apprentissage de l'impuissance. C'est-à-dire que tout ce qu'on sait dans le parcours de rétablissement, ce qui est mis à mal par le phénomène, enfin, la vision classique de la maladie psychiatrique, c'est se dire que de toute façon, voilà, on perd ses capacités, on n'a plus de compétences, on est un malade qui ne peut plus rien faire, qui perd sa responsabilité, qui perd son pouvoir d'agir. Et le paradigme du rétablissement, c'est d'inverser cette tendance et d'inverser ça. Et je pense qu'on peut le transposer pour nous, en tant que professionnels, même si les enjeux sont évidemment, je ne me permettrai jamais de dire qu'un parcours de rétablissement professionnel, c'est la même chose qu'un parcours de rétablissement d'un usager, évidemment qu'il n'est pas question de dire ça, mais qu'on a on a à s'inspirer de ça. Donc, c'est les 5 principes, je vous en fais je le brosse rapidement. Le premier principe, c'est la question de l'espoir. Oui, c'est possible de pratiquer autrement. Oui, ça se fait ailleurs. Oui, c'est possible d'avoir une vision critique de la... Il y a un problème de micro. On n'entend plus. Le micro est coupé.
C'est bon? C'est bon? C'est bon. Merci. Ça fait longtemps ou pas? Non, c'est bon. D'accord, ok. Donc, je vous parlais de transposer les cinq principes. Et oui, donc le petit exercice, ça, je ne sais pas si vous l'aviez lu, c'est le fait de vous interroger sur les moments, sur les épisodes d'humour ou de superstition qu'il y a dans nos services concernant notre métier ou concernant, pire, les usagers qu'on accompagne. Et voir à quel point c'est complètement imprégné de désespoir. Vraiment, de désespoir. On a l'impression que voilà, il ne faut pas parler des gens qui vont bien parce que sinon ça va les faire revenir à l'hôpital. Il ne faut pas faire. Enfin, il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire parce que sinon ça va provoquer le cataclysme. Pour gagner l'espoir, je pense qu'il faut commencer par ce que je disais tout à l'heure, c'est reconnaître que c'est dur, et je vais reprendre les termes de Madame Richard, c'est reconnaître nos vulnérabilités, reconnaître le fait qu'on ne soit pas tout puissant, reconnaître le fait que l'institution c'est difficile, que les relations entre collègues c'est difficile, parce qu'en plus il y a souvent des gens qui sont très concernés et qui sont très... qui ont une vocation forte, donc forcément ça fait des interactions qui sont pas simples. Et reconnaître nos vulnérabilités, c'est pas lâcher l'affaire, c'est pas dire bah, c'est comme ça, on ne peut rien faire, désolé monsieur, désolé madame, on ne peut rien faire, c'est comme ça, de toute façon. Non, au contraire, c'est le reconnaître pour le transformer, pour retrouver un pouvoir d'agir sur cette dynamique-là. Comment est-ce qu'on peut faire pour retrouver l'espoir? Et ça, je remercie la JPJ1, on en parlait avec Marine avant l'intervention, c'est le fait de pouvoir échanger sur nos pratiques, de pouvoir discuter entre nous et de pouvoir s'entraider, le mot-clé, sur, tout seul, c'est évident qu'on ne peut pas y aller, tout seul avec nos convictions. Moi, quand j'ai fini mon internat, que j'étais dans cette mouvance et que j'avais pratiqué dans ce service où tout était dans cette dynamique positive, je me suis dit, mais c'est bon, je peux bosser n'importe où, de toute façon, j'ai acquis ce savoir-faire. Ben, voilà. Premier poste, première tôle, et ça a été compliqué de me rendre compte que je ne pouvais pas être n'importe où et que le jeu politique était tellement fort et surtout que ça dépendait tellement pas que de moi que j'avais besoin de mes collègues, j'avais besoin de pouvoir échanger et travailler à plusieurs là-dessus. D'ailleurs, pourquoi pas suggérer via la JPJA de faire des petits vie ma vie dans mon service, vie ma vie dans mon service ouvert, vie ma vie dans mon CMP ou dans mon équipe mobile pour qu'on puisse s'inspirer les uns des autres. L'inclusion sociale, c'est de se dire que si on veut partager les rôles entre les différents acteurs du territoire, il faut qu'on partage les responsabilités. C'est-à-dire que personne n'a la baguette magique, et l'étude chinoise le démontrait tout à l'heure. Souvent, quand on présente un service où les portes sont ouvertes, où il n'y a pas d'isolement, il n'y a pas de contention, les gens nous disent « oui, ben, comment tu fais, ouais, c'est génial ». Et très vite, il y a un sentiment où les gens se sentent irrités parce qu'ils ont l'impression d'être accusés de oui, vous êtes des magiciens, vous êtes des donneurs de leçons, vous savez bien faire les choses et vous êtes en train de nous dire que nous, on est nuls et que on ne se donne pas la peine de réduire nos pratiques coercitives. Évidemment que ce n'est pas une baguette magique et que c'est pas... c'est même pas, je dirais, rien que l'ambiance du service. On a une super description là de Madame Fornero de l'organisation du service, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, au début, elle a précisé que c'est bien parce qu'il y a eu les équipes mobiles, les 2 CMP, voilà, tout ce que vous nous avez décrit en dehors, qui fait qu'il faut évidemment que l'extérieur des murs permette une souplesse, une adaptation pour que ne reste dans les murs que les situations pour lesquelles on ne peut pas faire autrement. Et quand on est dans un niveau d'accompagnement à l'intérieur des murs avec les personnes qui sont le plus difficiles à accompagner, c'est à ce niveau-là qu'on se donne les moyens pour s'organiser, pour permettre de réduire la contrainte. Mais on ne peut pas dissocier les uns des deux.
l'un de l'autre. Dans cette inclusion sociale, ça c'est une autre suggestion que je veux faire sur nos organisations de professionnels, de jeunes psychiatres, c'est d'arrêter, enfin de favoriser les pratiques transversales et d'arrêter de travailler que dans des services, que à l'hôpital, que à l'intra, d'être le médecin de l'intra, d'être le médecin de l'extra. Je pense, enfin pour avoir vraiment expérimenté plein de choses, je pense que ça ne tient pas parce que c'est trop dur d'être à l'hôpital tout le temps, c'est trop dur d'être soumis à des tensions et à des difficultés institutionnelles, entre professionnels, dans des préoccupations pour des personnes soumises à des responsabilités. Et pour se rappeler que les autres sont aussi concernés par ce qui nous arrive et qu'on n'est pas dans un huis clos. Et donc ça fait écho à ce que je disais sur la loi de la révision de pratique de contrainte. C'est que je pense que saisissons-nous de cette occasion où, du coup, on voit plein de médecins défiler dans nos services, discuter de patients, partager la clinique, arrêter. Le problème souvent dans les unités d'intra, c'est que, alors, au pire, il n'y a qu'un seul médecin d'intra, donc il voit toutes les personnes et est responsable de toutes les personnes. Sinon, quand il y a plusieurs personnes, il y a ce système de référence. Et qu'est-ce que ça implique, ce système de référence pour les unités d'hospitalisation? Ça implique que les usagers sont obligés que la temporalité de l'usager est obligée de se greffer, enfin en tout cas de s'accorder à la temporalité du professionnel. Et donc c'est exactement ce qui donne que quand on rentre, alors pour ceux qui ont expérimenté ça, rentrer dans un service fermé où là tout le monde saute dessus parce que je veux voir le médecin, parce que les personnes sont dépendantes du médecin pour avoir une permission, avoir toute la limitation de leur organisation, de l'organisation de leur vie dépend du médecin. Et c'est intenable. C'est intenable pour le médecin et c'est intenable pour la personne. Donc, être sur une organisation de service multiréférentielle, ce qui n'empêche pas qu'il y ait un médecin référent, mais qu'on puisse être à la disposition entre collègues sur cette entraide mutuelle. Et donc, ça implique effectivement de pouvoir prendre des décisions en étant au service des autres, de pouvoir faire un peu différemment que ce qu'on aurait fait nous dans les choix thérapeutiques, de faire un peu différemment, d'être sur une discussion et encore une fois sur cette entraide et de pouvoir être à l'intérieur et à l'extérieur. Ça me semble être important. Quelque chose qui ne se fait pas trop, mais à mon avis qui est très intéressant, c'est d'être sur le même schéma avec les autres soignants, pas que les médecins, mais aussi avec les autres soignants, que les paramédicaux puissent être à l'intérieur, à l'extérieur, sur l'équipe mobile, et voilà, que les gens puissent être mobilisés sur ce qui les porte, plutôt que d'être assignés à un poste dans une temporalité donnée, parce qu'après, les usagers sont contraints de se greffer à cette temporalité des professionnels. Il y aurait encore 1 milliard de choses à dire sur cette inclusion sociale, de pouvoir être sur une organisation médico-décentrée, ce qui permet, et alors on parlait tout à l'heure de la nécessité d'être ambitieux sur mobiliser ce pouvoir d'agir pour faire des propositions de réorganisation qui sont à mettre en discussion et qui sont soumis à de la dispute constructive, positive. Je ne parle pas de conflit, mais qui nécessite de changer pour pouvoir être dans l'action et pour pouvoir ne plus subir cette souffrance, cette difficulté de confrontation à la coercition, qui est une souffrance pour tout le monde. Voilà, merci beaucoup de votre attention.